Bienvenue sur la chaîne des non-dits au cabinet médical. Surprenant que cela puisse vous paraître, je vais vous présenter un échantillon des non-dits après m'être présenté à vous à propos des allergies. Eh bien oui, peut-être que vous êtes concerné puisque un Français sur 4 est touché par les allergies. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage. Quelle gêne, quelle perte de qualité de vie sur l'année et en belle saison. Tout d'abord, qui c'est celui que vous avez devant vous? Qui c'est ce mec-là? Dit la chanson de Pierre Vassiliou. Tout bonnement, je suis médecin généraliste, toujours actif, comme remplaçant de consoeurs et de confrères. Voilà 50 ans que je rencontre bien sûr des patients, des familles, que je fréquente bien sûr le milieu médical et médico-social. Je dois dire que nos patients complètent notre formation en renforçant les acquis de la formation des bancs de la fac. C'est comme ça que je vois les choses. De l'entretien continu des connaissances, très livresque du reste. Toutes les professions médicales qui gravitent autour du médecin sont une source de connaissances. Prêter l'oreille à un infirmier, au transporteur, au pharmacien, j'en passe, est indispensable. Je pratique la médecine des recommandations adaptées à chaque patient, conventionnelles. C'est en cela que le métier est un art. Bon, j'ai quelques certificats d'études spécialisées en médecine de sport, en médecine du travail, en santé publique, ainsi qu'un diplôme universitaire d'information médicale qui m'aideront à aborder bien des sujets sur les non-dits dans le milieu médical. Bien. Eh bien, allons-y. Les non-dits du patient au médecin et du médecin au patient. À propos d'un sujet des allergies, vous savez, c'est un marronnier qui revient régulièrement au printemps. Bon, pas question pour moi de faire un topo sur le sujet des allergies, voilà. Par ailleurs, je vous fais part de mon expérience, bien loin de moi, de me substituer à la pratique de mes confrères. Après tout, vous vous ferez une idée. On va vous mettre l'eau à la bouche, comme dit l'expression. Mais non dit à moi, médecin. Qu'est-ce que je ne dis pas? Toujours. Pourquoi je n'insiste pas? Qu'est-ce que je ne reprends pas toujours dans ce que l'on appelle l'éducation thérapeutique ou plus généralement l'information du malade? Tout a une incidence pratique. Et nous allons le voir. Tenez, vous ai-je informé qu'un environnement microbien, informé à vous ou un patient, un environnement microbien est riche, protège des maladies allergiques. C'est ce que l'on appelle le microbiome. Sans être un dogme, on constate selon le mode de vie occidental une diminution des maladies infectieuses en relation avec de meilleures conditions d'hygiène et qui serait en relation avec un développement des allergies. Vous ai-je dit que le soir, avant de vous coucher, passer vos cheveux sous l'eau est excellent pour dégager toutes les particules afin de ne pas les respirer toute la nuit quand elles se déposent notamment sur l'oreiller. D'ailleurs, un patient allergique de type asthmatique vous dira combien il se sent mieux lorsqu'une averse de pluie a littéralement lessivé l'atmosphère, les pollens tombent au sol, quasiment inertes. De même, dois-je rappeler de ne pas hésiter à irriguer ses narines avec un sérum physiologique. Sur les poils des narines se déposent des pollens, à passer un Kleenex imbibé du même sérum sans conservateur sur les paupières, s'il vous plaît, cette fois pour vous débarrasser aussi des particules allergéniques. De ne pas tomber dans un excès d'hygiène qui contribue à une vulnérabilité notamment de la peau, la rendant plus sensible, accessible aux particules. Que les familles dites nombreuses avec plusieurs enfants se révèlent un moindre risque pour ces mêmes enfants, mais qu'aussi 10 à 40% des enfants ont un écoulement chronique du nez d'origine allergique. Chronique, je dis bien, sur toute l'année. Est-ce que je l'explique à mes patients? Est-ce que je l'explique aux parents? Est-ce que je leur indique toujours la conduite à tenir dans le cadre des rhumes? Que la diversification des aliments doit se faire dès l'âge de 4-6 mois, par exemple l'œuf cuit, l'arachide adapté à l'âge sous forme de poudre ou de beurre de cacahuète. Attention,
Pour vous éviter toute erreur, je vous renvoie dans ma description vers un site qui vous donnera le timing d'instauration des aliments pour les bébés. Et n'hésitez pas surtout à vous informer auprès de votre docteur qui connaît votre enfant. Vous ai-je dit que l'exposition précoce à des animaux domestiques ou d'élevage dans les fermes, ça peut être utile pour les enfants, apparaît protectrice? Oui, l'environnement bactérien y est pour quelque chose, c'est de l'éternel microbiome. 11% des enfants en France présentent un asthme. Vous ai-je informé aussi ou rappelé que la pollution atmosphérique, mais surtout le tabac, les soi-disant assainisseurs de nos appartements, fragilisent nos muqueuses respiratoires, les rendant plus fragiles au dépôt des pollens, des graminées, des poussières, des moisissures d'été et tutti quanti. Je vous mets dans ma description ci-dessous un site vous informant du contenu de l'air en pollen selon votre région et la période de l'année. Il s'agit du réseau national de surveillance aérobiologique, donc ci-dessous dans la description. Maintenant, côté patient, existe-t-il, non pas des cachotteries, mais disons, allez, une rétention d'informations utile au médecin, que le médecin d'ailleurs devrait rechercher le plus souvent, mais le temps. Eh oui, il faut du temps. Pour vous convaincre, quelques vécus. En 1973, vous voyez, c'est loin, de Garde, je suis appelé en urgence pour l'épouse d'un cultivateur qui faisait un malaise. Elle précise, suite à une piqûre de guêpe, docteur. Arrivé dans les 10 minutes, je tente un massage cardiaque. Malheureusement, nous ne disposions pas non plus de défibrillateur externe à l'époque. Depuis, les secours et la prise en charge ont changé. Ce patient est décédé de ce que l'on appelle un choc, une défaillance du système cardio-circulatoire, entre autres. Pourquoi cette histoire? Tout patient qui se sait allergique aux hyménoptères, notamment, s'il n'a pas suivi le traitement hospitalier de désensibilisation, se voit prescrire un kit contenant un produit injectable dans la cuisse dès les signes d'alerte. Le patient doit être initié à s'auto-injecter lui-même et doit informer son entourage au cas où il aurait plus ou moins perdu connaissance, ne pouvant pas se piquer. Ce drame nous incite à éduquer le patient, à nous assurer quoi? Que les messages sont compris. Ceci en le rappelant le plus souvent possible. Par exemple, le produit a-t-il passé la période de péremption? Est-il toujours à disposition en cas d'urgence? Est-il conservé dans de bonnes conditions? A-t-il aussi le médicament à inhaler en cas d'oppression respiratoire? Le patient se pose-t-il ces questions? Fait-il part de ses difficultés? Il en est de même pour toute allergie alimentaire. Or, le fait qu'il faut exclure l'aliment en question, le patient n'est pas à l'abri d'un incident lors d'un repas pris hors du milieu médical. Exemple, l'arachide qui peut se cacher dans un plat. Donc il faut s'informer auprès du restaurateur et toujours posséder le kit à disposition en cas d'allergie à un aliment. Je me souviens aussi de cette famille de 5 enfants que la maman m'amenait régulièrement pour de l'asthme, de 3 de ses enfants. Un jour, je suis appelé au domicile, jour où le papa était présent. Je pénètre dans l'appartement qui était envahi par une épaisse fumée de cigarettes. J'explique au papa l'effet néfaste des fumées sur les bronches de ses enfants, l'emprise de ces fumées provoquant un état inflammatoire de ses bronches et les rendant plus sensibles à toute infection virale, ou au pollen, ou aux poussières. Sensibilisé, se sentant responsable, il décide de stopper sa tabagie. Eh bien, je peux vous dire que dans l'année qui a suivi, je constatais nettement l'amélioration de la santé de ces enfants. Moins de crise d'asthme et moins de bronchite asthmatique. Où se trouve le non-dit? Eh bien, j'avais omis de poser la question à la maman, à la mère de famille, concernant le tabac de son compagnon, que je ne voyais jamais en consultation. Elle-même n'avait pas évoqué le problème. Bon, belle leçon, hein? C'est bien cela ce qu'on appelle la médecine de terrain. Avez-vous aussi, vous, par exemple, noté que votre urticaire pouvait être en rapport avec un aliment, car il se répétait toujours après certains repas où figurait cet aliment? N'oublions pas quand même que 25% seulement des urticaires sont d'origine allergique. Si le sujet vous intéresse, vous avez dans la description le site de la Société française de dermatologie qui vous propose
effectivement une fiche patient concernant les urticaires. M'avez-vous dit que votre essoufflement disparaissait en congé ou les week-ends hors du milieu de travail? Là, il y a peut-être le diagnostic. Que vous avez récemment orné votre salon d'un joli tapis ni à poussière, ce qui explique que lorsque vous passez votre aspirateur, votre bambin commence à tousser, à siffler dans sa poitrine. En outre, est-ce que vous suivez les recommandations d'aérer à la fraîche le matin, donc, et non au décours de la journée, votre maison, tôt le matin, avant que le soleil n'assèche l'atmosphère et permette au pollen de voler et d'entrer dans vos appartements? Vous ai-je dit aussi de protéger vos yeux en pleine journée par de larges lunettes, à la belle saison notamment, pour éviter l'intensification de votre conjonctivite allergique, avec larmoiement, œil rouge, démangeaison. Signalez-vous cette petite toux chronique je dis bien, peut-être sur toute l'année, possiblement révélatrice d'un asthme, qu'il faudra donc bilanter? Je me souviens de ses parents ne me signalant pas le fait, ne me renseignant pas sur le fait que leur enfant au tennis avait des crises d'asthme, systématiquement. Alors qu'il ne se plaignait pas de gêne respiratoire durant et après l'école, lors des séances de sport, parce que le professeur de sport contrôlait l'observance de la recommandation d'inhalation avant l'activité physique. Et en effet, il existe ce qu'on appelle un plan d'accueil individualisé en accord avec l'établissement et les parents concernant la prévention des crises elles-mêmes, voire des crises. Pour ce plan d'accueil, je vous indique ci-dessous, dans ma description, le site où vous trouverez les fameuses fiches que vous pouvez télécharger. Bien entendu, votre médecin participe évidemment à la confection de ce plan. Ces fiches peuvent servir pour toute autre maladie nécessitant des précautions bien définies en milieu scolaire. Donc dans la description ci-dessous. J'ai vu la semaine dernière Nadine, une jeune fille de 18 ans, qui me pose cette question. Docteur, est-ce que les masques qui protègent contre la contamination du virus Covid peuvent me servir contre les pollens pour mon nez qui coule et mon asthme quand je sors à la belle saison? Vous savez, les FFP2 ou les masques chirurgicaux. Oui, car si le masque protège contre les virus infiniment petits, ils peuvent évidemment protéger contre des particules qui sont beaucoup plus grosses, comme les particules allergéniques. Mais Nadine, pourras-tu supporter l'humidité sous ce masque, la chaleur sous ce masque, la sensation d'étouffement, les démangeaisons provoquées par le masque? Tu risques de constater en plus une poussée d'acné. Voilà, que tu avais. Alors, ne porte pas le même masque plusieurs jours, d'accord? Et après 3 heures, il faut que tu le portes, il faut le changer. Ne dépasse jamais 6 heures dans la journée de toute façon. Et puis à ton tour, nettoie ton visage avec de l'eau bien sûr, et ensuite un produit doux adapté à l'acidité de la peau, mais ça le pharmacien pourra te donner des recommandations. En tout cas, pour revenir à ta question, le port d'un masque, que ce soit chirurgical ou FFP2, c'est une possibilité pour te protéger, mais très très occasionnelle, tu en conviendras. Je ne sais pas d'ailleurs si tous les patients ayant ce type de problème de santé, et de Nadine, posent la question, ou si moi-même je pense à alerter ces mêmes patients. Voilà, pas sûr. Oui, bien sûr, je peux aider mes patients par des comprimés, comme tous mes confrères, des inhalations, des collyres, des crèmes, mais le traitement de fond ne passe-t-il pas par des précautions que l'on range sous le vocable de mesures hygiéno-diététiques? Observez-vous tout cela? Sinon, en parlez-vous à votre toubib? Et ça non dit, silence, n'est-ce pas? Pas de souci. Il ne s'agit pas de créer chez vous une obsession, mais de vous faire remarquer que le médicament n'est pas le seul traitement. Eh bien, si notre première rencontre vous a plu, je vous propose les non-dits patients, médecins, médecins-patients à propos de la tension artérielle. Je n'ai pas dit de l'hypertension. Nous sommes tous concernés par la tension artérielle. Vous verrez, ce sujet est hyper intéressant. En effet, nous tenons tous, chacun, en grande partie, les rênes de notre santé. Puis nous aborderons bien d'autres sujets comme le médicament acheté,
comme on dit, sous le comptoir ou prescrits par le toubib, les petites fiches que l'on trouve dans les boîtes, comment les exploiter. Le vieillissement, la sexualité, les directives anticipées dont on n'ose pas toujours trop parler, c'est un peu tabou. Autant de sujets que vous n'abordez pas le plus souvent en consultation ou que mon expérience m'indique que je n'aborde pas assez souvent, spontanément en consultation. Voilà, j'espère que notre rencontre vous a plu. Vous trouverez dans la description ci-dessous les sites signalés pendant notre rencontre. Si vous souhaitez m'encourager, ne me privez pas de liker sous cette vidéo en appuyant sur le pouce levé. Et pourquoi ne pas vous abonner? En tout cas, je suis intéressé par vos commentaires, toujours sous la vidéo. Et merci de votre attention. Ciao, à bientôt.